Merci de votre fidélité à Croissance Verte, l'émission consacrée aux questions écologiques et environnementales sur Medi 1. Elle se fera en deux principales articulations comme chaque semaine. Dans la première, on fera un tour au Sénégal pour parler des foyers et fours améliorés dans le but de réduire la déforestation. La seconde sera dédiée à notre entretien avec Timothée Palé, activiste de l'environnement et leader de jeunesse. Il est d'ailleurs présent sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Timothée Palé. Merci pour l'invitation. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. Okay. Mais avant, nous ferons un tour au Sénégal où nos confrères Daoudasso et Mbayondir se sont rendus à Toubacouta, localité du Sine Saloum, située dans la région de Fatick. Dans cette localité, l'Association pour la promotion des initiatives a développé des foyers et fours améliorés. Objectif, lutter contre la déforestation et soutenir les femmes rurales dans la réduction de leurs tâches quotidiennes. Suivons leur reportage. Toubacouta, une localité du Sine Saloum, située dans la région de Fatick, à plus de 200 km de Dakar, la capitale. La zone est riche de son écosystème de mangroves. Une richesse menacée par les impacts du changement climatique dans le delta du Saloum, mais aussi des actions anthropiques telles que la coupe des racines de la mangrove. Ici, les activités économiques des populations sont très souvent liées à la préservation de leur environnement, d'où l'engagement de certaines organisations à cet effet. C'est le cas de l'Association pour la promotion des initiatives locales APIL. Ses membres ont développé des foyers et fours améliorés, une façon de soutenir les femmes du monde rural dans la réduction de leurs tâches. APIL s'active dans le programme de restauration des écosystèmes. Et quand on parle de restauration des écosystèmes, donc, il y a forcément le volet de préservation. Donc, dans le volet de préservation, c'est l'exemple des ouvrages que nous proposons à la communauté. C'est des ouvrages qui sont économes en énergie, plus communément appelés les foyers améliorés. L'impact de ces foyers améliorés, premier impact aujourd'hui, c'est de réduire les tâches, surtout pour les femmes. Elles sont les principales cibles dans l'histoire, parce que d'habitude, elles sont responsables en approvisionnement en ressources. Vont aller dans les forêts chercher le bois à des distances très longues. Donc déjà, avec les foyers améliorés, lorsque l'utilisation réduit, donc le besoin ne se fait pas sentir. Mais aussi, le travail est pénible avec le bois. Il y a la fumée, avec toutes les maladies possibles qu'il peut y avoir. Mais avec les foyers améliorés, déjà, il y a le côté impact sanitaire surtout. Ces fourneaux et autres foyers contribuent à la préservation de l'environnement. En effet, ils permettent une économie d'énergie grâce à la réduction de la coupe de bois. Auparavant, c'est des foyers traditionnels qu'on utilisait, les trois pierres, qui utilisaient des quantités énormes de bois. Donc aujourd'hui, à travers ces foyers-là, par exemple, on peut réduire notre consommation de 50 à 70%. Donc ce qui doit forcément se répertorier sur les ressources. Donc par exemple, si au niveau, je prends l'exemple d'un village X qui extrait chaque année 5 à 10 tonnes de bois dans la forêt. Donc à travers les foyers améliorés, peut-être que leur consommation sera réduite de 3 à 4 tonnes. Donc forcément, il y aura un impact positif sur les ressources. Cette création de l'Association pour la promotion des initiatives locales contribue également à soutenir les artisans locaux. La fabrication de ces accessoires nécessite leur expertise. APIL, notre vision, c'est la promotion du développement local. Donc, dans le cadre de ces foyers améliorés, il y a plusieurs types de foyers améliorés si nous regardons. Il y a d'autres qui sont même fabriqués en Allemagne, mais nous, on a opté pour la fabrication locale. Cela veut dire promouvoir nos artisans, participer au développement du pays. À APIL, l'on veille sur la dimension écologique à tous les niveaux, même sur le plan économique. Pour l'experte agroéconomique
responsable du pôle activité génératrice de revenus. La dimension respect de l'environnement est bien prise en compte pour la réduction du pillage des ressources naturelles. Les activités génératrices de revenus aident tout d'abord les femmes à augmenter leurs revenus, d'une part, d'autre part en diminuant le pillage des ressources naturelles. Aussi, les bénéfices qui découlent de ces activités génératrices de revenus sont partagés entre les communautés avec l'aire marine protégée. Eux aussi, ils obtiennent leur part du bénéfice. D'où des initiatives développées dans ce sens. C'est le cas d'une boutique d'énergie prévue à Dassilame, une localité de Toubacouta. Dans cette boutique d'énergie, il y aura les foyers améliorés qui seront mis d'une part, aussi des gaz aussi qui seront mis d'autre part. Et ces gaz vont aider à la population de diminuer l'utilisation de bois de chauffe, l'utilisation aussi de charbon de bois aussi. Ces populations aussi sont incitées à faire des reboisements. Ceci est géré par ma collègue, l'expert agroforestière, qui fait sa part du travail par rapport au reboisement de la mangrove, de la zone terrestre et tout. Pour l'accès aux foyers mobiles, l'association fournit un lot au groupement féminin chargé de les distribuer entre leurs membres. Aussi, d'autres foyers fixes sont fabriqués à base d'argile, communément appelés banco. Les femmes intéressées sont formées pour la conception de leur propre foyer. Nous avons deux types de foyers. Pour le premier prototype, ça on l'avait fait en saison chasse avec les foyers en banco. Nous formons les responsables des GIE pour faciliter la démultiplication. Après, à leur tour, elles vont aller former leurs camarades pour que tout le monde puisse en bénéficier. Maintenant, pour ce qui est de ces foyers-là, pour les foyers fixes, nous parlons avec des artisans qui les produisent. Maintenant, on va aller dans les villages, trouver un groupe cible. Elles vont chercher un consentement entre elles pour que tout le monde puisse en avoir. C'est à elles. Bon, les premiers lots, c'est nous qui les distribuons. C'est juste quelque chose, une épargne. On leur donne un lot de 10 fourneaux. Elles vont voir entre elles comment gérer et pour que chacun puisse en approvisionner. Nima, cette habitante de Nemaba à Toubacouta, a bénéficié de la formation. Elle fait partie dans sa localité de l'équipe chargée d'en produire pour les dames de son village. Ces foyers nous ont vraiment facilité la vie. La recherche de bois de chauffe se fait le plus souvent en saison sèche. Et c'est avec ce bois que l'on fonctionne durant tout l'hivernage. Mais avec les foyers améliorés, on n'a plus besoin de trop chercher du bois. Juste un peu suffit pour satisfaire les besoins de cuisson. Aujourd'hui, la demande étant supérieure à l'offre, elle lance un appel à l'association pour augmenter le nombre d'équipes à former pour la fabrication des foyers améliorés. Ce serait vraiment bien si l'association pouvait augmenter le matériel nécessaire à la fabrication des foyers améliorés, mais aussi qu'elle forme une autre équipe parce que la nôtre ne peut plus gérer toutes les demandes en foyer des femmes du village. Par exemple, notre seule équipe ne peut pas concevoir 100 foyers améliorés. C'est pourquoi la dernière fois, on a dû ouvrir une liste pour éviter les divergences. Et la liste a été limitée à juste 20 personnes. Alima, pour sa part, n'utilise plus son ancien foyer depuis qu'elle dispose d'un foyer amélioré. On allait à la carrière ramasser de grosses pierres pour servir de support à nos marmites pour la cuisson. On utilisait aussi environ plus de 9 bouts de bois de chauffe. Mais avec le foyer amélioré avec juste 3 bouts de bois, on fait notre cuisson jusqu'à son terme. Elle y trouve son compte, un gain de bois de chauffe, mais aussi de temps pour la cuisson.
Ce tas de bois de chauffe était utilisé avant un seul jour, voire 2 fois au maximum. Mais avec ces quelques bouts de bois, dans le foyer amélioré, je peux cuisiner jusqu'à 100 termes du riz blanc, plus de la sauce. Il restera toujours quelques bouts de bois à utiliser encore pour la cuisson du soir. Un avis que partage sa camarade Mamfatou, qui utilise aussi ces foyers. C'est grâce aux arbres que nous avons la pluie. C'est aussi grâce aux arbres que nous arrivons à mener nos différentes activités économiques. Et aujourd'hui, grâce aux foyers améliorés, nous ne coupons plus les racines de la mangrove. Nous protégeons mieux notre environnement et en même temps, nous menons à merveille nos activités génératrices de revenus. Au Sénégal, près de 80% des ménages dépendent du charbon de bois pour la cuisson des aliments et d'autres usages domestiques. Le pays étant fortement touché par les changements climatiques, l'usage des foyers améliorés peut enrayer la déforestation et le temps passé au ramassage du bois pour le feu, mais aussi contribuer à la réduction de la pollution de l'air intérieur et à l'amélioration de la santé des enfants, ce qui peut avoir des répercussions positives sur les économies locales. Alors, Timothée Palais, vous êtes activiste de l'environnement. Quel commentaire vous inspire ce reportage signé Daoudasso et Mbayoundir? C'est un très beau reportage qui met au cœur, ce qui m'a le plus touché dans le reportage, c'est que le reportage met au cœur les femmes. Et pour nous, c'est une priorité. On a l'habitude de dire ce que femme veut, Dieu veut. Donc, mettre les femmes au cœur d'un système pour permettre les changements climatiques est très, très, très avantageux. Et je pense que le reportage nous montre combien de fois ces femmes-là sont battantes, combien de fois elles ont envie de changer leur environnement, combien de fois elles ont envie d'apporter au développement socio-économique et même sanitaire de leur pays. Ce sont des initiatives qu'on peut prendre aussi en terre ivoirienne. Oui, ces initiatives-là aussi existent effectivement aussi en terre ivoirienne. On en produit également des foyers améliorés au niveau de la Côte d'Ivoire. Et comme la conclusion du reportage le disait, malheureusement, on n'arrive pas à satisfaire la demande. Et on est obligé de chaque fois créer des équipes de formation pour pouvoir construire ces foyers améliorés. D'accord. Vous avez décidé de faire de la protection de l'environnement votre cheval de bataille. Comment peut-on expliquer ce choix-là? Le choix est venu du fait que je sois né d'une famille très modeste dont les revenus étaient essentiellement basés sur l'agriculture. Et donc, à chaque fois qu'on se rendait compte dans notre enfance ou lorsqu'on quittait la ville pour le village, on se rendait compte que pendant nos vacances, pendant les saisons de récolte, les récoltes baissaient. Et je me suis posé la question intérieurement, qu'est-ce qui fait que nos récoltes diminuent? Et je me suis rendu compte que la pluviométrie était l'une des raisons pour laquelle nos saisons diminuaient. Donc je me suis dit qu'en tant qu'enfant, en tant que fils d'un village, il est important qu'on puisse donner une solution à nos parents. Voici d'où est parti le déclic pour que je m'intéresse aux questions d'environnement. Et au fur et à mesure, nous avons pu continuer nos études, nous nous sommes perfectionnés et aujourd'hui, nous sommes une réponse pour nos parents et nous les aidons à améliorer leur récolte, à améliorer leur quotidien sur les questions d'environnement et de protection de l'environnement. C'est donc une vieille ambition. Hein? Oui, une très vieille ambition. D'accord. De plus de 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire ne compte que 2 millions de forêts aujourd'hui. Qu'est-ce qui est à la base de cette destruction du couvert forestier ivoirien, selon vous, Timothée Palais? Malheureusement, c'est très pénible de le dire. C'est très pénible de le dire qu'un pays aussi vert que la Côte d'Ivoire, de 1960 aujourd'hui, on passe à moins de 2 hectares de forêt. Les causes qui nous ont traîné vers cette réduction assez importante de nos couverts forestiers, elles sont anthropiques. Vous savez, l'homme, dans son souci de s'installer, va aller vers des zones plus propices à son environnement. Tout à fait. Et donc, au fur et à mesure que l'homme va vers ces zones propices à l'environnement, on dégrade la forêt, on dégrade l'espace. Et l'homme a envie d'avoir un habitat.
Donc vous allez voir que dans nos villes, dans nos villages, aujourd'hui, on parle d'urbanisation galopante. C'est l'une des premières causes de la déforestation. La deuxième cause en Côte d'Ivoire, c'est que notre économie est essentiellement basée sur l'agriculture. Justement. Vous êtes sans ignorer que notre premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et malheureusement, on n'a pas, en ce temps-là, eu la manière de faire une agriculture intelligente. Donc, une année, on pouvait défricher, par exemple, 5 hectares. On fait notre plantation. Une année après, on laisse l'espace, au lieu de trouver des techniques améliorées pour permettre à ce que cet espace-là puisse nous produire encore, on délaisse et on va vers un autre, en défrichant autant d'hectares. Et dans notre village, dans nos villages et dans les zones les plus reculées, on n'avait pas cette organisation d'utiliser l'espace qu'on voulait. J'ai envie, par exemple, de faire une petite plantation, je brûle tout l'espace. Tout à fait. Donc, voici en quelques mots ces causes-là qui ont aujourd'hui réduit notre couvert forestier. Et c'est dommage pour un si beau pays comme la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui d'être retrouvé au très bas niveau des pays forestiers. Et quelle politique proposez-vous pour la protection de la forêt ivoirienne? Les politiques, déjà, il faut le dire, il faut qu'on félicite déjà tous les ministères en charge de ces questions-là, qui aujourd'hui sont en train de s'impliquer de façon plus importante dans la protection de l'environnement. Donc, il y a des décrets, il y a des codes, comme le code forestier de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui encouragent nos populations au reboisement. Nous, ce que nous faisons déjà, c'est de sensibiliser nos populations. Ils savent, ils voient, ils sentent les fortes chaleurs, ils sentent le niveau de réduction de la pluviométrie, ils sentent que les récoltes baissent, ils savent qu'il y a un problème. Ils savent qu'il y a un changement climatique. Oui, ils le savent. Mais au-delà de savoir, il faut que nous, en tant que spécialistes, nous, en tant qu'experts dans le domaine, qu'on apporte des solutions. Une chose, lorsque vous êtes malade, c'est de savoir de quoi vous souffrez, mais c'est de savoir quel est le médicament qu'on vous administre pour soigner le mal dont vous souffrez. Donc, ce que nous faisons, et la première façon d'apporter une solution à ces populations, c'est de les sensibiliser. Pour dire, effectivement, voici ce qu'il y a, voici les solutions qu'on propose. Et c'est ce que nous essayons de faire en tant qu'activistes au niveau de l'environnement, de sensibiliser, de former ces populations-là en des langages basiques. Il faut ça aussi. Vous savez, les thématiques environnementales sont assez complexes, sont assez lourdes pour nos parents qui ne sont pas majoritairement lettrés. Donc nous, à notre niveau, on s'est pris sur nous de réduire le niveau des langages de ces questions de changement climatique, de telle sorte que lorsque je suis devant quelqu'un qui n'a même pas fait un cursus scolaire, je puisse lui dire voici un langage terre à terre. Mais est-ce que la sensibilisation est forte sur le terrain, Timothée? Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG qui s'impliquent dans le domaine. Il y a beaucoup plus de jeunes également qui s'intéressent. Malheureusement, souvent d'autres s'intéressent par effet de mode, mais on s'est dit que si ça peut apporter, ça apporte. Et je pense que les gens prennent quand même conscience. Et beaucoup d'ONG se multiplient dans le domaine de la sensibilisation au niveau de l'environnement en Côte d'Ivoire. Oui, les ONG se multiplient, mais il ne faut pas créer une ONG juste pour profiter d'un financement et puis ne pas aller faire la sensibilisation sur le terrain, n'est-ce pas? Effectivement, c'est là aussi l'autre pan de notre combat. Aujourd'hui, l'écologie est devenue un business et on parle de business écologique. Voilà, parce que les gens savent qu'il y a beaucoup de financements qui sont mis à la disposition dans ce domaine-là, puisque c'est un phénomène très récent. Et donc, tout le monde s'élève, on capte les financements, mais dommage, on ne sent pas réellement la répercussion sur le terrain. Il y a donc des brebis galeuses qui constituent des obstacles au boulot. Oui, dans tout corps, il y a toujours des brebis galeuses et on essaie de les recadrer, de leur dire l'objectif pour lequel vous vous êtes engagé dans l'environnement. Il faut que vous atteigniez ces objectifs-là. D'accord. Vous êtes également le coordonnateur des étudiants et diplômés de géographie Géoplanète Afrique de l'Ouest. Quelles sont les principales missions de votre organisation? D'accord. Au départ, lorsque nous créons Géoplanète, c'était essentiellement pour les étudiants de géographie. On s'était dit qu'il était important en tant qu'étudiants de se retrouver et de parler des questions qui nous intéressent, des questions essentiellement liées à la géographie. Et qui parle de géographie fait allusion à l'environnement. Donc nous avons pris pour cheval de bataille l'environnement. Nos missions, comme je l'ai dit, c'est de sensibiliser, former, faire de l'éducation au niveau de l'environnement. Ce sont nos trois principales missions. On sensibilise, on forme
et on éduque. On s'est dit que l'éducation à l'environnement, elle est très importante. Justement. Parce qu'on a déjà des personnes vieilles, des jeunes. Si on commence au plus bas niveau, dans nos maternelles, au préscolaire, au primaire et au secondaire, à inculquer ces notions de protection de l'environnement à nos enfants, plus tard, lorsqu'ils vont grandir, ils vont savoir que je ne dois pas gaspiller de l'eau. Je dois économiser l'énergie parce que l'énergie que je reçois chez moi à la maison dépend de quelque chose. Donc, il faut réduire ma consommation. Quand je sors d'une salle, il faut que j'éteigne la lumière. Il faut qu'au niveau de mon habitat, j'améliore mes conditions de vie. Et c'est ce que nous essayons de faire avec les tout-petits que nous formons à l'éducation à l'environnement. Vous souhaitez bien qu'on insère cela au programme, c'est ça? Oui, on a fait une proposition également à l'État de Côte d'Ivoire d'insérer les questions d'environnement dans le manuel. Et je pense que nous sommes sur de bonnes voies de négociation. Pour les années à venir, on aura des modules spécifiques dédiés à l'environnement. Quelles sont les initiatives que votre organisation a déjà prises sur le terrain depuis sa création? Depuis sa création, il y a beaucoup d'initiatives. L'une des initiatives qui me revient rapidement en tête, c'est rendre... on avait un concept, mon pays, ma plage. Vous savez, l'une des menaces aussi sur l'environnement, c'est la pollution de nos mers. Et tous les déchets plastiques que nous produisons sont malheureusement déversés dans la mer. La mer n'est pas un dépotoir. La mer est un milieu aussi vivant. On a des êtres vivants dans la mer. Donc c'est comme si vous êtes chez vous et que votre voisin soulève sa poubelle, venir déverser chez vous, vous allez vous plaindre. Les animaux aquatiques se plaignent. Et par jour, c'est l'équivalent de... Vous voyez les camions citernes qui ramassent du sable, c'est l'équivalent qui est versé dans la mer. Donc on a eu cette première initiative-là de nettoyer toutes les plages de Côte d'Ivoire. De toutes les plages de Côte d'Ivoire. Je vous assure que la première fois que nous avons fait, c'était une petite plage, on a ramassé près de 30 sacs de 50 kg de déchets plastiques. Ça, c'était une première initiative. Une deuxième initiative, on a fait des reboisements communautaires. Qu'est-ce qu'on appelle des reboisements communautaires? On partait vers les populations rurales, on essayait de les mettre en petits groupes. Vous savez, lorsque vous faites un projet où vous n'impliquez pas les populations, elles sont désintéressées. Donc ce qu'on fait, on leur donne des semences ou on leur donne des plants qui peuvent par la suite être utilisés par les populations. Donc on s'en va, on met les populations en communauté, ils s'entendent, ils nous donnent un espace, on leur donne les semences, on leur dit, voici ça, plantez, protégez. Demain, si les arbres arrivent à maturité, elles peuvent vous servir en les vendant ou en les utilisant pour d'autres choses, vous servir à améliorer vos villages. Et c'est comme ça les populations s'intéressent. Et c'est un projet qui a vraiment eu de l'impact. Et aujourd'hui, plusieurs autres organisations nous emboîtent le pas en ayant des petites communautés de reboisement comme ça. D'accord, vous avez donc de très belles initiatives. Parlant de jeunes, dites-nous quel doit être le rôle de la jeunesse dans la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire de manière spécifique. On a l'habitude de dire que l'avenir repose sur la jeunesse, donc la jeunesse a un grand pas à jouer dans la protection de l'environnement. Vous savez, on est jeune, on a besoin de vivre, on a besoin de bien respirer. Et la bonne manière de respirer, de vivre en bonne santé, c'est de protéger l'environnement. Donc le jeune aujourd'hui doit être résolument, je dis bien résolument engagé vers les questions de protection de l'environnement. Chaque endroit où vous vous trouvez doit être l'occasion pour vous d'agir et de faire passer un message pour l'environnement. Mais malheureusement, couplé à l'incivisme que nous avons la plupart dans nos pays africains, les jeunes aujourd'hui ne regardent pas ce côté-là. Vous pouvez voir aujourd'hui un jeune qui mange et qui jette dans la rue alors qu'il y a une poubelle à côté. Donc chaque jeune devait plutôt s'impliquer dans la protection de l'environnement. Et c'est ce que nous essayons de faire. Voici pourquoi très jeunes, nous sommes engagés sur ces questions de l'environnement et nous espérons être aussi des modèles pour d'autres jeunes qui nous emboîtent le pas. Aujourd'hui, quand je passe, on m'appelle Monsieur Poubelle parce que lorsque je mange quelque chose, j'ai mon sac à dos, il y a une petite place où je garde mes déchets et chaque soir, je déverse mes déchets. En faisant ces genres de choses, c'est de façon anodine, mais ça impacte. Quand les gens vous voient, ils ont envie de vous ressembler. D'accord. Timothée Palais, vous avez récemment initié la première édition de la Nuit de l'écologie africaine. Rapidement, quelles sont les motivations de cette organisation, cette initiative-là?
Ok, les awards de l'écologie africaine est une première en Afrique. Pour nous, il était plus qu'important de dire à nos populations, c'est vrai, ne coupez pas du bois, utilisez des foyers améliorés, faites ça, mais il faut apporter des solutions concrètes. Tu vas lui dire, le gars, il a faim. On dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. La personne, il a faim, vous lui dites de ne pas couper du bois. Quelle est la solution que vous proposez? Et c'est là est venu le concept des awards, où mettre toutes les initiatives africaines, jeunes surtout, qui sont capables de répondre à des problématiques environnementales, telles que les foyers améliorés, tels que le charbon bio, tels que transformer nos résidus en du carburant. Voici ces quelques éléments qui nous ont poussés à organiser cette première nuit des awards qui a été un succès. Merci infiniment Timothée Palais d'être passé sur le plateau de Medi 1 TV Afrique, on va dire de croissance verte. Ouais. Merci beaucoup, c'est toujours un privilège pour nous d'être invités à votre émission. C'est la fin de ce numéro de Croissance verte. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.